Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante, une idée qui a pas mal changé notre vision de l'apprentissage, le socioconstructivisme. La vraie question qu'on se pose dans cette analyse, c'est celle-ci. Est-ce qu'on apprend mieux tout seul face à ses propres expériences, ou est-ce que c'est l'interaction avec les autres qui est en fait la clé de tout? Pour bien piger la révolution qu'apporte le socioconstructivisme, il faut d'abord revenir un peu en arrière à la case départ, la théorie qui a tout lancé. C'est parti. Le point de départ, donc, c'est le constructivisme. L'idée de base, c'est que la connaissance, c'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, non. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on fabrique activement, brique par brique. Et là, le point crucial, c'est que tout est centré sur l'expérience personnelle. Dans cette vision des choses, le processus d'apprentissage se passe avant tout à l'intérieur de notre tête, en interaction avec le monde. Mais cette vision, aussi importante soit-elle, eh bien ce n'est qu'une partie de l'histoire. Passons maintenant à l'évolution qui a vraiment tout changé. Attention, il ne s'agit pas du tout de remplacer le constructivisme, mais plutôt de l'enrichir. Le socioconstructivisme vient ajouter une dimension qui est tout simplement essentielle, la dimension sociale. Et là, on découvre les architectes de cette pensée, Vygotsky et Brunner. Leur idée, elle change complètement la donne. La connaissance n'est pas seulement construite, elle est co-construite. L'interaction avec les autres, ce n'est plus juste un petit plus, ça devient de véritables moteurs de tout le processus. Bon, mais alors, comment ça marche concrètement? Vygotsky nous a laissé un concept absolument génial pour comprendre ce mécanisme. On plonge dedans? On arrive au cœur du réacteur, la zone proximale de développement. C'est cet espace un peu magique, ce qu'on pourrait appeler le sweet spot de l'apprentissage. Ce n'est pas ce qu'on sait déjà faire, ni ce qui est encore totalement hors de portée. Non, c'est ce qu'on peut accomplir avec de l'aide. Et ça, c'est une idée révolutionnaire, parce qu'elle montre que le véritable apprentissage se passe précisément dans cette interaction. Pour visualiser la chose simplement, imaginez 3 zones. Il y a d'abord notre zone de confort, ce qu'on maîtrise déjà. Ensuite, il y a ce qui est encore trop difficile. Et pile entre les deux, on trouve cette fameuse ZPD. C'est la vraie zone de croissance, là où l'apprentissage se produit grâce à l'accompagnement. D'ailleurs, Brunner a donné un nom à cette aide, l'étayage. C'est un peu comme un échafaudage qu'on donne à l'apprenant pour l'aider à construire son savoir. Et puis, petit à petit, on le retire. D'accord, l'aide, le soutien, c'est essentiel. Mais quel est le véhicule de cette aide? Comment est-ce qu'on transmet les idées, les conseils, les corrections? Eh bien, la réponse, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Pour Vygotsky, le langage, c'est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est la boîte à outils ultime de notre esprit. C'est avec les mots qu'on structure notre pensée, qu'on débat des idées et qu'on donne un sens au monde. Il est vraiment au centre de cette co-construction du savoir. Allez, on passe maintenant à une idée qui peut sembler un peu à contre-courant. Et si le désaccord était en fait un puissant moteur d'apprentissage? On pense souvent que le conflit, c'est à éviter. Mais dans le cadre de l'apprentissage, la confrontation d'idées pourrait bien être l'étincelle qui allume le feu de la connaissance. C'est le concept de conflit socio-cognitif. L'idée est simple, mais très puissante. Quand on est confronté à un point de vue différent d'une autre, ça crée une sorte de bug mental, un déséquilibre qui nous force à réfléchir. Le processus se fait en 2 temps. D'abord, un déséquilibre entre les personnes quand les opinions s'affrontent, puis, et c'est là que ça devient crucial, ça déclenche un déséquilibre à l'intérieur de nous-mêmes qui nous pousse à réorganiser nos propres idées pour intégrer cette nouvelle information. Au final, le message, c'est que le conflit, quand il est géré de manière constructive, bien sûr, ce n'est pas un obstacle. C'est un véritable moteur de développement intellectuel. Bon, après avoir exploré tous ces concepts, résumons un peu. Pourquoi cette théorie est si fondamentale et comment elle s'applique concrètement? Ce tableau résume parfaitement la différence. On voit bien que les 2 théories considèrent l'apprentissage comme un processus actif. Mais là où le constructivisme se concentre sur l'individu, eh bien le socio-constructivisme, lui, élargit le champ de vision pour inclure les interactions sociales et la culture comme des éléments absolument centraux. La grande conclusion de cette approche est donc assez simple. Apprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul dans son coin. C'est une danse avec les autres, avec les idées des autres. Et cette danse se fait au rythme du langage. Et cette idée n'est pas juste restée dans les livres. Elle a complètement transformé l'éducation. Les travaux de groupe, l'entraide entre élèves, les débats en classe, toutes ces méthodes qu'on connaît bien sont en fait des applications directes des principes socio-constructivistes. Et tout ça nous amène à la question finale. Si apprendre est un sport d'équipe, alors comment peut-on créer plus de terrains de jeu? Comment intégrer davantage d'interactions, de collaboration et de débats constructifs dans notre propre parcours d'apprentissage? La question, elle, reste ouverte.